Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, quand Volodymyr Zelensky a entendu que la prochaine rencontre avec Donald Trump, ça se ferait pas devant plein de gens dans un bureau ovale surchargé de médias, mais à huis clos, avec des dirigeants européens, comme une petite gang avec lui, il a dû pousser un soupir de soulagement quand même, hein? Probablement qu'il a dit, là, mon verbal et mon non-verbal ne seront pas analysés et suranalysés. Et deux, je pense que jouer en équipe avec la qualité de l'équipe, ou en tout cas le poids de l'équipe qui l'accompagne, je pense que ça devait avoir quelque chose de sécurisant. Jusqu'à ce qu'il apprenne ce que Donald Trump semble, d'après en tout cas les informations qui circulent là, depuis hier, il y en avait d'autres ce matin qui s'ajoutaient, mais les attentes de Donald Trump semblent assez élevées à l'endroit de Volodymyr Zelensky, puis on va pas mal dans la direction de ce qu'espère Vladimir Poutine. Donc, énormément d'enjeux sur la table aujourd'hui, et moi, ce que j'ai vu de tout ce qu'on a raconté dans l'entourage de Trump, on dit que le véritable objectif de Trump, c'est tout simplement d'asseoir tout ce monde-là dans la même pièce pour tenter, en tout cas, de faciliter la transition vers une paix. Donc, ce serait toujours l'objectif de Donald Trump, c'est-à-dire je suis un agent de paix ou un facilitateur de paix à l'échelle de la planète. Donc, il y a le Nobel pas loin là, dans ses préoccupations, mais ce serait le seul objectif qu'il a, c'est il semble y avoir un momentum. Là, on a beaucoup discuté de la rencontre en Alaska. Maintenant, profitons-en. Hein, essayons de tirer le maximum de l'intérêt qu'il semble y avoir des deux côtés. Oui, et là, il a laissé flotter aussi dans les garanties que l'Ukraine pourrait obtenir en échange peut-être là, de territoire. On a vu un message Truth un peu plus tôt aujourd'hui là, qui parlait que la Crimée c'était annexée depuis 2014 puis on ne touchera plus jamais à ça. Il y a quand même cette idée d'une espèce de garantie de protection là, qui ressemblerait à l'article 5 de la charte de l'OTAN, mais venant de quelqu'un qui a déjà laissé flotter l'idée qu'il ne répondrait pas à cet article 5-là de l'OTAN, M. Trump lui-même, venant de quelqu'un qui passe son temps à renier ses promesses, M. Trump lui-même une fois de plus, est-ce que ça vaut quelque chose, cette promesse-là? Ben écoute, l'Europe, la présence de meneurs européens et de l'Union européenne, ça peut avoir ça va avoir un grand poids pour Volodymyr Zelensky, mais il y a comme deux inconnus dans ce qui circule. La première, tu l'as bien souligné, là, on a dit il faudrait vous oublier l'idée un jour de vous joindre à l'OTAN, mais si jamais on vous attaque, c'est une attaque contre tous ceux qui garantissent votre sécurité, incluant les États-Unis. Donc, c'est pas l'OTAN. Mais si la Russie recommence ce qu'elle a fait en 2014-2015, cette fois-là, elle nous défie collectivement. L'autre élément, donc il y a bien sûr cette garantie de sécurité, là, c'est ce dont on discute depuis que Trump est revenu au pouvoir. On a dit, est-ce qu'on exige quelque chose de la Russie ou si tout simplement on leur donne ou on donne à Vladimir Poutine ce qu'il demande, puis l'Ukraine se contente de continuer à exister. Mais l'autre chose, c'est que tu viens d'évoquer la Crimée, c'est très bien. Je pense que c'est un territoire éventuellement, si jamais il devait y avoir entente qu'on va céder, la clé pour Vladimir Poutine et probablement pour Volodymyr Zelensky, c'est Donetsk et Louhansk. On est dans le Donbass. On était là, hein, on l'oublie souvent quand on parle de la Crimée, les Russes contrôlaient également deux petites portions du Donbass. Mais là, ce que souhaite Vladimir Poutine, c'est élargir ça. Et pour ceux qui, on n'a pas de carte ce matin, j'aurais dû y passer, mais pour ceux qui regardent sur la carte la portion est de l'Ukraine, il y a Donetsk et Louhansk. C'est le cœur industriel de l'Ukraine, ou en tout cas dans l'Est, c'est assurément beaucoup de métallurgie. Ah, donc c'est un cœur économique qui est très, très important. Et ça, Vladimir Poutine l'a dans la tête. Il ne veut pas que ce qu'il avait contrôlé en même temps qu'il était entré en Crimée. Il veut plus que ça. Donc, est-ce qu'on est du côté de Zelensky ouvert à partager ce territoire-là?
on perd du territoire, on perd un intérêt stratégique, on perd de la richesse ou des ressources au plan économique. Moi, je pense que c'est là beaucoup où ça va se jouer. Si Vladimir Poutine veut justifier, en juillet, on rapportait quoi? 20 000 morts du côté de la Russie, si ma mémoire est bonne, mais c'est énorme. Ouais. Donc, comment continuer à justifier 20 000 morts par mois si on ne va pas élargir un territoire où on était déjà présent? Donc, c'est quand si vraiment il y a une négociation de paix, on s'approche vraiment, c'est plus que des détails, là, c'est énorme. Est-ce que Zelensky, en échange d'une paix sur laquelle moi j'entretiendrais de sérieux doutes, est-ce que je me fie à la parole de Poutine et de Trump? Monsieur Trump, tu viens de très bien résumer sa position là-dessus. Donc, je répète, ça va être drôlement intéressant parce que s'il y a des Européens aujourd'hui, c'est aussi parce que pour des raisons de sécurité, pour l'Union européenne, c'est également très important ce qui se joue en Ukraine. On parle souvent d'économie, mais on craint aussi des progrès ou une avancée sur le terrain supplémentaire pour Vladimir Poutine. Oui, ça va être vraiment intéressant de suivre ce qui va se dire aujourd'hui. Puis d'entendre, heureusement, il y a des dirigeants européens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Là. Je pense à M. Emmanuel Macron, entre autres, là, qui n'hésitent pas à ressortir après de rencontres comme celle-là avec des infos. J'ai hâte d'entendre ce qui va en sortir. Écoute, Luc, je suis content que tu tournes le regard un peu sur les démocrates, hein, qui sont comme faiblards un peu. T'sais. C'est pas mort, mais c'est pas fort, les démocrates, depuis l'élection de M. Trump. Ils sont pas unis, en tout cas. Ils n'ont pas encore trouvé quelque chose une direction dans laquelle tout le monde accepte de s'engager et de foncer. Oui, mais ils essaient, hein? Ils essaient. Puis là, on a quelqu'un, Catherine Clark, qui est quand même une démocrate en importance, qui a utilisé le mot en G, hein, le mot génocide, qui est pour définir ce qui se passe en ce moment à Gaza, un terme qui avait déjà été évoqué, on se comprend par bien des gens. Nous, ici, à Cube, on en parle là, d'un génocide là, depuis déjà un bon moment quand même autour de cette situation-là. Mais le fait qu'on le dise dans la politique américaine, c'est un enjeu qui est plus complexe quand même, hein, Luc? Vraiment, ben tu vois, si on cherchait quelque chose on dit en anglais, de bold ou d'audacieux, ce que vient de faire Mme Clark, qui est la numéro 2 de la Chambre des représentants, là, c'est la whip du Parti démocrate en Chambre. Donc, on est au sommet de la hiérarchie ou pas loin là, chez les démocrates. Le fait qu'elle utilise ce terme-là, ce serait, à ma connaissance, la première fois que les démocrates vont aussi loin. On peut dire que ce ne sont que des mots, mais c'est pas n'importe quel mot quand on utilise génocide. Et quand on connaît l'importance de bien soutenir Israël pour les républicains et pour les démocrates, c'est énorme ce qu'elle vient de faire. Est-ce que dans l'électorat, c'est triste, hein, on peut parler de combien de morts chez les civils, chez les journalistes, chez les travailleurs humanitaires, mais on sait très bien qu'il y a également à la clé un enjeu politique certain derrière ça. Est-ce que pour Mme Clark, c'est ce que souhaite entendre la population américaine? Est-ce que les démocrates, en posant ce geste audacieux, ils vont dans la bonne direction? Ce qu'on s'emploie à faire chez les démocrates, je pense que c'est ce que beaucoup de commentateurs et d'analystes s'emploient à faire. C'est-à-dire que pour un démocrate, ce qu'on dit, c'est pas Israël n'a pas le droit de se défendre. C'est ce que fait le gouvernement de M. Netanyahou doit cesser. Et c'est contre ça qu'on en a. De dire, justement, j'y ai d'énumérer une liste, les civils, travailleurs humanitaires, journalistes, c'est le conflit dans lequel il y a le plus de journalistes qu'on a tués. S'il y a une question qui devrait, nous, être sensible dans les médias, je pense qu'on doit réagir à ça, à tout le reste, mais ça, c'est le boulot de certains d'entre nous. Donc, on dit, il faut pas confondre, finalement, antisémitisme avec critique du gouvernement de M. Netanyahou. Je me suis jamais gêné pour critiquer Netanyahou. Je ne pense pas être antisémite. En même temps, on travaille ici à partir du Québec. La question est beaucoup plus sensible, je pense, du côté américain. Et au sein de l'électorat, il peut y avoir une réaction. En même temps, on a vu là aussi dans les sondages que c'est un dossier qui est délicat pour Donald Trump. Si dans les sondages, actuellement, il peine dans les sondages, M. Trump, là, c'est pas une cachette, c'est pas subtil non plus. Là. C'est des vrais chiffres, ça, Luc? Ça, c'est les gens qui font ces chiffres-là de sondage, là, c'est tous des escrocs, puis des enfoirés, puis des menteurs? Non, mais moi, je pense qu'on devrait arrêter de montrer ces chiffres-là. Donc, c'est ce qu'il a fait avec les chiffres de l'emploi. C'est finalement, on va arrêter de les montrer, les chiffres de l'emploi ou de l'inflation. S'ils font pas notre affaire, on n'en parlera juste pas. Donc, effectivement, ce sont des sources jusqu'à maintenant fiables, peut-être pas populaires à la Maison-Blanche, mais ce sont des sources fiables et il y a encore une fois
la carrure du président Trump dans ce dossier-là qui est remis en question. Donc, on le dit, sur l'immigration, sur l'économie, ça ne va pas bien. C'était 2 points forts pour lui. Est-ce qu'on a confiance qu'il peut aider à trouver une solution dans le dossier qui oppose Israël au Hamas, mais qui implique bien sûr Gaza, la Palestine? Il n'y a pas une très très bonne cote de ce côté-là non plus. Donc, pour républicains et démocrates, c'est une patate chaude. Mais les démocrates viennent assurément d'appuyer sur l'accélérateur en termes de décisions audacieuses. Là, tu piques ma curiosité ce matin en terminant, Luc, sur une candidature que je t'avoue, j'avais pas vue pour gouverneur de la Californie. Moi non plus. On a déjà eu quelqu'un d'Hollywood, hein? Arnold Schwarzenegger, qui était gouverneur de la Californie. Après lui, Pedro Pascal? C'est la nouvelle People en ce début de semaine, donc la nouvelle potin populaire ou mondain. Pedro Pascal, sa cote est à la hausse à Hollywood depuis quelques années. Là, c'est quelqu'un qu'on retrouve à gauche et à droite dans de grandes productions hollywoodiennes. En fait, c'est un article du site Politico qui faisait état de la situation sur le terrain en Californie depuis que Kamala Harris a dit non, finalement, je ne vais pas succéder à Gavin Newsom. M. Newsom, en passant, dont l'équipe est hyper active sur les réseaux sociaux pour provoquer Donald Trump et son entourage depuis un certain temps. Donc, à la fois, Kamala Harris et Gavin Newsom, je pense, se préparent déjà pour 2028. Mme Harris s'est déjà brûlée une première fois, donc, mais on dit que c'est ce qu'elle prépare, une autre candidature à la présidence. Gavin Newsom, je pense qu'il n'en fait pas de cachette, là, autant en entrevue que par le fait qu'il se présente comme le principal opposant à Donald Trump. Maintenant, où est-ce qu'arrive Pedro Pascal là-dedans? On s'est dit souvent en Californie, ce qu'on aime, c'est aller chercher quelqu'un qui est connu. Et il n'y a pas, c'est très, très, très ouvert éventuellement dans la lutte pour le poste de gouverneur de la Californie. Puis on a dit, écoutez, dans les gens qui font de la politique, c'est vrai qu'il y a une chance. Mme Harris, qui était celle qui faisait de l'ombre aux autres, qui était la candidate connue en Californie, n'est plus là. Mais on a dit, comment on va faire lever ça? Parce que chez les républicains, on est à la peine. Comment se présenter en Californie, qui est beaucoup plus progressiste et démocrate depuis quelques années? Ça fait longtemps, Schwarzenegger ou Ronald Reagan avant. Donc, comment on se positionne? Puis chez les démocrates, c'est comment fait-on le ménage dans tous les candidats qu'il y a? Puis on va pas chercher dans les sondages. Il y a 2 noms qui sont sortis, qui m'ont bien amusé du côté de Politico, mais qui, en même temps, quand on connaît la politique américaine où la notoriété, c'est important, on a parlé pour les républicains de Denzel Washington. Boy! Qui ne connaît pas Denzel Washington, qui est très indépendant, en tout cas, dans sa façon de s'exprimer en politique. Donc, on a dit, les républicains pourraient aller chercher Denzel. Et de l'autre côté, après, voyons, comment s'appelle l'animatrice célèbre, j'ai un blanc ce matin, dont on parle souvent. L'animatrice Oprah? C'est Oprah, voilà. Donc, on a encore une fois évoqué Oprah Winfrey, mais tout de suite après, c'est Pedro Pascal qui remporte la donne. Et là, ma réaction a été comme la tienne, je pense, amusée d'abord. Puis après, je me disais, on a déjà eu Jesse Ventura au Minnesota, on a déjà eu un lutteur, on a déjà eu un homme fort, vedette de cinéma, on a un président qui est issu du monde de la télé-réalité. Donc, tout ça pour dire, on fait flotter un certain nombre de noms, mais ça montre à quel point on part de loin en Californie pour tenter de succéder à Gavin Newsom. Et si c'est vrai que la Californie se positionne comme pôle de résistance à Donald Trump ou à l'administration républicaine, ça va nous prendre quelqu'un de solide. M. Newsom, il ouvre la porte à la critique et il fait exprès, il le sait. Il s'est repositionné d'ailleurs un peu plus au centre, Gavin Newsom, pour quelqu'un en Californie. Donc, j'ai hâte de voir qui va le remplacer, qui va lui succéder. Oui, je suis curieux de voir ça aussi, puis j'ajoute à ta longue liste des gens issus du milieu des arts qu'on a eu ici, un premier ministre qui a été prof de théâtre, Justin Trudeau, puis que c'est un acteur qui dirige un pays en guerre en la qualité de Volodymyr Zelensky. Hein, c'est vrai, t'as parfaitement raison. Des gens du milieu des arts, il peut y en avoir en politique, puis on en a plein des preuves. Luc, un gros merci, on se reparle demain. Salut, bye.